Bonjour Jean-Noël Tron. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et vice-président du GESAC, le groupement européen des sociétés d'auteurs et compositeurs qui regroupe, je crois, 31 pays européens. D'abord, rappelez-nous en deux mots la mission principale de la SACEM. Aujourd'hui, la SACEM, c'est la coopérative de ses membres, 166 000 membres de 163 nationalités. C'est par exemple la première société d'auteurs dans le monde arabe. Et la SACEM, elle est là pour que ses membres puissent avoir une rémunération grâce aux œuvres qu'ils créent quand elles sont utilisées par des gens, que ce soit des médias, que ce soit des salles de concert ou les grandes plateformes Internet. On est évidemment en plein dans le sujet, puisque mardi dernier, on va le voir en image, le 26 mars, le Parlement européen a adopté la réforme du droit d'auteur, un nouveau texte qui remplace en fait une législation qui datait de 2001, une époque évidemment où YouTube notamment n'existait pas. La réforme a été adoptée par 348 voix contre 274 et 36 abstentions. Ce vote et cette réforme du droit d'auteur, c'est le résultat d'un long combat soutenu par les auteurs et les artistes que vous représentez contre les géants d'Internet. Pour quelles raisons approuvez-vous cette réforme ? Alors, d'abord, une remarque préalable. Les géants d'Internet dont vous parlez sont aussi des partenaires pour les artistes, parce que pour que les artistes trouvent leur public, ils utilisent des plateformes comme YouTube. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas rétribués. On a voulu créer un antagonisme qui, pour une part, est artificiel. Le problème, c'est qu'en effet, toutes les forces de la création européenne, à commencer d'ailleurs par les journalistes, voient leurs travaux de plus en plus être utilisés par ces plateformes. On peut dire pillés même. Qui engrange par dizaines de milliards d'euros des bénéfices liés à la publicité que ces plateformes mettent sur ces contenus que nous consultons tous. Et la rémunération ne suit pas. Pour les journalistes, cette directive va très concrètement créer une obligation de rémunération par des services comme Google News. C'est ce qu'on appelle les droits voisins. C'est ce qu'on appelle un droit voisin qui va être en fait un droit voisin du droit d'auteur. Et ça, c'est une victoire majeure. Pour les artistes et pour les auteurs, ce sera des conditions de transparence renforcées. Je voudrais quand même préciser aussi que cette directive va apporter du mieux aux internautes eux-mêmes, et notamment à ceux qui postent des contenus, par exemple, qui ont des pages Facebook. Avant cette directive, ces grandes plateformes pouvaient retirer, fermer votre page sans trop vous rendre de compte. Avec cette directive, quand elle sera transposée dans la loi des différents pays de l'Europe, ces plateformes devront mettre en place des outils de médiation pour qu'on ne puisse pas fermer, supprimer des contenus, les retirer sans explication. Donc c'est un progrès aussi pour un Internet libre et ouvert qui est un des enjeux de l'Europe. Et vous venez de le rappeler, d'ailleurs, il faut d'abord que ces directives du Parlement européen soient confirmées par les États, par les 27 États de l'Union, 28 États de l'Union européenne, et après, comment dirais-je, transposées en droit national. Donc Exactement. Ça va encore prendre du temps. Exactement. C'est d'ailleurs un espoir qui dépasse les frontières de l'Europe. J'étais hier avec nos amis américains des guildes de cinéastes et de réalisateurs qui me disaient combien cette victoire est symbolique pour eux, parce qu'aux États-Unis, ils mènent très exactement le même combat que celui que les forces européennes de la création ont mené. Donc les États-Unis, pour une fois, pourraient suivre l'exemple européen ? Les États-Unis ont le même problème que les Européens, c'est qu'on a créé des lois pour Internet il y a 20 ans, à une époque où l'Internet n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu, et il faut simplement que l'Internet s'adapte pour devenir un espace plus démocratique et plus transparent. Alors il y a une question qui s'est posée dans le débat, c'est comment contrôler, répertorier tous les contenus qui seront protégés par ce droit d'auteur. Ce sont les plateformes du net, donc les géants du net, qui seront juridiquement responsables. Elles vont devoir installer des filtres, des algorithmes, dites-moi si je me trompe, mais certains y voient, et justement là, en l'occurrence, une menace pour la liberté d'expression. Est-ce qu'ils ont raison ? Oui, alors vous vous trompez, pardon. Et eux se trompent aussi. On a eu affaire à une campagne de désinformation massive. Non, au contraire. Donc je me suis laissé désinformer. Absolument, mais absolument. Mais vous savez, quand des plateformes qui sont des médias se transforment eux-mêmes en outils de propagande, il y a un enjeu démocratique très sérieux. Mais il faudra quand même filtrer. Alors, absolument pas. La directive est très claire là-dessus. Elle interdit formellement toutes sortes de filtrages généralisés, contrairement à ce qu'on a entendu. Généralisé. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, une plateforme comme YouTube a déjà des outils à travers lesquels, lorsqu'un film piraté, par exemple, est mis en ligne, si le réalisateur du film le signale à la plateforme, elle doit le retirer. Simplement, aujourd'hui, la plateforme n'a aucune obligation de ne rien faire ensuite. Et donc, si le film est remis en ligne la seconde d'après, il faut que le réalisateur, à nouveau, fasse la démarche. La seule chose que la directive dit, c'est quand on vous a signalé le fait qu'un contenu a été piraté, que la preuve vous en a été apportée, bon, à la seconde qui suit, il ne faut pas que le film puisse revenir en ligne comme il avait été signalé avant comme étant piraté. Mais est-ce que d'autres acteurs du net, parce que vous avez dit que YouTube aura les moyens effectivement de faire ce filtre ou ces contrôles, est-ce qu'ils auront aussi les moyens de le faire? Est-ce que ce ne sera pas réservé aux géants du net? C'est un des grands enjeux que la directive a très bien traité. Elle crée d'ailleurs une exception protectrice pour toutes les startups
dans les 3 premières années. Et donc, pour l'Internet libre et ouvert, de ce point de vue-là, c'est aussi un succès. D'ailleurs, on a vu pas mal d'acteurs de l'Internet libre et ouvert se mobiliser plutôt pour la directive que contre. Alors, on le voit bien avec cette directive, la culture est au cœur de l'identité et même de la souveraineté européenne. C'est le sens d'un livre que vous venez de publier qui s'appelle « Et si on recommençait par la culture ?» un plaidoyer pour la souveraineté européenne. On est dans le cœur du sujet, là. Oui, j'ai voulu partir de ma propre expérience professionnelle. J'ai passé 15 ans dans l'Internet, dans l'informatique, très varié. Dans les télécoms et à l'international en tant que patron de Canal+ Overseas. Et au fond, ce qui m'a frappé ces dernières années, c'est de voir qu'une partie du combat que nous avons dû mener en Europe était un combat purement défensif, alors que l'Europe, elle a besoin de la culture. C'est un secteur qui représente 7 millions d'emplois en Europe, 530 milliards d'euros de valeur. Les Européens sont d'abord attachés, comme leur devise le dit, à leur diversité culturelle. Ce à quoi j'appelle, avec une vingtaine de propositions politiques pour la campagne dans ce livre, c'est à ce que les acteurs du numérique européen, les acteurs de la culture, plus que jamais mènent des combats ensemble. Je rappelle juste, pour conclure, que Deezer est une invention française, que Spotify est une invention suédoise. Les Européens, les secteurs de la culture européens sont au cœur du numérique aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Noël Tron, d'être venu nous parler de tout ça dans le 64 minutes. Merci.